C'est l'une des plus mystérieuses étendues d'eau au monde. L'immense mer intérieure où Jason conduisait les Argonautes, un endroit où l'eau est toxique et où les mythes se mêlent à l'histoire. Le passé lointain est conservé ici d'une façon qui n'existe nulle part ailleurs. C'est pourquoi Robert Ballard se trouve ici. Si vous êtes un explorateur de fonds marins et que vous apprenez l'existence de cet endroit que personne n'a encore fouillé et qui a peut-être des secrets à révéler, vous êtes déjà sur le pont. Ces eaux recèlent bien des secrets, et l'un d'eux est lié à une très vieille histoire. L'histoire d'une immense catastrophe qui survint à l'aube de notre civilisation. Une histoire qui, avant d'être écrite, fut transmise oralement de génération en génération. Un jour, survint un grand déluge, et un homme du nom de Noé construisit une arche. Et si cette histoire est véridique, il y a de fortes chances pour qu'elle eût lieu ici, dans les eaux obscures et agitées qui furent jadis celles d'un lac, et devinrent, presque du jour au lendemain, la mer Noire. À la rencontre du déluge. Nous sommes au cours de l'été 2000. À bord du Northern Horizon, un bateau équipé pour la recherche, l'explorateur Robert Ballard et son équipe se dirigent vers l'est en direction d'un point d'eau qui l'intrigue depuis longtemps. La mer Noire. Un lieu habité jadis par les dragons et les Amazones. Une mer imprégnée de mystères et de légendes. Ces 466 000 km² en font l'une des plus grandes mers intérieures du monde, sa superficie représentant 3 fois celle de l'Angleterre. Des millénaires durant, elle fut un carrefour pour les marins, et de nombreux navires furent engloutis par ses flots. Ballard est ici parce que les fonds de la mer Noire sont toxiques, ce qui en fait un puissant conservateur du bois. Ce qui signifie qu'on doit y trouver un grand nombre d'épaves. La probabilité est donc élevée de trouver aussi, presque intacts, des chapitres entiers de l'histoire de l'humanité. Pour atteindre la mer Noire, le Northern Horizon doit passer le Bosphore, les 3 passages qui séparent l'Europe de l'Asie et coupe en deux l'unique métropole, à cheval sur 2 continents, Istanbul. C'est ici que, selon la mythologie grecque, Jason et les Argonautes commencèrent leur voyage à la recherche de la toison d'or. Ballard a sillonné les mers du monde pendant plus de 40 ans. Mais à cause de la guerre froide, il n'a jamais pu diriger une expédition de cette ampleur en mer Noire. Maintenant, les frontières sont ouvertes. Ballard couvre les derniers kilomètres du Bosphore en rêvant de naufrage. Il ignore que le cours de l'expédition est sur le point de basculer. Ballard est le Northern Horizon pour la première fois en mer Noire. Ballard a passé la majeure partie de sa vie à chercher des épaves. Mais il ne lui a jamais été donné de découvrir au fond des eaux la carcasse presque intacte d'un très vieux navire en bois. Chaque fois qu'il s'est rendu sur le lieu d'un ancien naufrage, la seule chose qu'il ait trouvée intacte était la cargaison, habituellement des amphores.
Les parties exposées du navire ont toujours été attaquées par de minuscules organismes vivants. Non seulement il ne reste rien du bateau, mais les sacs de blé, le coton et toute matière organique ont également disparu. Même la plus célèbre découverte de Ballard a été altérée par ces termites de la mer. Les superbes moulures du Titanic, ses ponts, son grand escalier ont totalement disparu. Et j'ai compris que pour trouver un navire intact, il fallait venir ici, en mer Noire. Cela fait 26 ans, après la lecture d'un livre de l'océanographe Willard Bascom, que Ballard est à la recherche de cette perfection. Dans ce livre, Bascom décrit la composition exceptionnelle de la mer Noire. La première couche, d'environ 150 mètres de profondeur, est constituée d'une eau saumâtre où grouillent les poissons. Elle recouvre une seconde nappe d'eau d'environ 2 km, beaucoup plus saturée en sel. La dernière couche est anoxique, c'est-à-dire privée d'oxygène et fortement concentrée en acide sulfhydrique, ce qui la rend toxique. Aucun organisme destructeur de bois ne peut y survivre. Pour cette raison, Bascom pensait que l'on pourrait y trouver de vieux bateaux parfaitement conservés. Willard était une de mes idoles. Vous savez, lorsque j'étais gamin, c'était un as, mais aussi un esprit indépendant. Non seulement il était mordu d'exploration, mais il s'intéressait aussi à l'aspect technologique. Willard Bascom, maintenant octogénaire, n'a jamais eu l'opportunité de vérifier sa théorie sur la mer Noire. Ses espoirs de retrouver un navire intact reposent désormais sur Ballard. Ballard dispose d'environ 1 mois pour arriver à ses fins, à moins d'être détourné de son but. C'est précisément ce qui va se passer. Tel Jason, Ballard va être tenté par quelque chose, une chose qu'il a lue dans un livre. Je me suis préparé pendant des années à cette expédition en mer Noire pour rechercher cette épave. Et le livre de Ryan et Pittman vient de paraître. C'est une chance que je ne peux pas laisser passer. Le livre s'intitule « Le déluge et Noé ». 2 éminents géologues y proposent une théorie radicalement nouvelle sur la formation de la mer Noire. Ils avancent qu'elle a été créée par le plus gigantesque déluge qu'a connu l'humanité et que des populations vivaient à cet endroit lorsque cela est arrivé. Ils poursuivent en racontant comment les survivants auraient pu transmettre cette histoire au cours des générations, jusqu'à ce qu'elle devienne, dans les Écritures saintes, l'histoire de Noé et de son arche. Si ces géologues ont raison, par quelques 30 mètres de fond, on doit trouver une plaine étroite qui était habitée lorsque le déluge la submergea. Et c'est précisément l'endroit où se trouve Ballard au premier jour de l'expédition. Pour Ballard, c'est la chance de sa vie. Il décide que la recherche de l'épave peut attendre un jour ou deux et il commence un rapide sondage à hauteur de l'ancien littoral à la recherche des signes d'une civilisation perdue. Pour cela, il utilise un sonar. Nous essayons de voir si avec le sonar, en balayant cette zone, nous pouvons repérer quelques indices, constructions ou obstacles, quelque chose qui nous encouragerait à continuer. Nous limiterons alors notre zone de recherche. Il s'agit vraiment de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais j'en ai déjà trouvé. Le sonar doit donner à Ballard l'aperçu le plus vaste possible du sol qui se trouve sous eux. Il balayera des bandes de 1,6 km de long sur 600 mètres de large.
Les objets rencontrés sont enregistrés comme des échos d'ultrasons. Ils apparaissent à l'écran comme des taches plus lumineuses. Ballard analysera les documents obtenus afin de déterminer les cibles possibles. J'ai relevé aussi ce que je pensais être un bateau. Enfin, histoire de dire. Cette nuit, Ballard se prépare à descendre Argus, la caméra sous-marine. Il a remarqué quelque chose de curieux au sonar et il pense que ça peut être important. Comme je ne peux pas rester debout 24 heures par jour, je m'assieds à la fin des sondages pour examiner chaque cible que nous classons en fonction de leur importance. Et en les triant, je suis tombé sur la cible 82. C'est la 82e cible que j'ai regardée, et elle m'a sauté aux yeux. Je n'ai jamais vu une telle cible. Les bateaux ne forment pas de tels rectangles, pas plus que les affleurements géologiques. Et tout à coup, quelque chose d'exceptionnel m'est apparu. Et c'est pourquoi j'ai pensé que c'était vraiment important. Avec Argus, Ballard peut observer les premières images détaillées de la mer Noire, vues de dessous. Ici, l'eau est relativement peu profonde, avec des traces de vie. À 30 mètres de profondeur, tout serait mort. Regardez, en haut, à droite, on dirait un bidon. Deux archéologues, Francesco Torre et Arunos Daz, sont à bord. Personne ne s'attend vraiment à voir cette expédition déboucher si tôt sur quelque chose. Mais des morceaux de bois, le vague contour d'un bloc. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, mais cela paraît très ancien. Je n'ai jamais vu une cible comme celle-ci. Et pourtant, j'en ai vu. Mais là... Quelque chose de mystérieux laisse Ballard perplexe. Dans un rayon de 100 à 150 mètres, il y a du bois. Et c'est exactement l'endroit où des hommes auraient vécu. J'étais sidéré. Peu importe de quel bois il s'agit. Jamais nous n'aurions dû trouver cela ici. Même récent, le bois ne résiste pas comme cela dans les eaux profondes. On pourrait expliquer la présence de ce bois par le fait que la zone mortelle est plus proche de la surface que ne le pensait Ballard. Mais il est trop préoccupé par ce spectacle. On dirait des outils. Cela ressemble à une plane, comme celle des charpentiers. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les archéologues pensent qu'ici, il y a quelque chose qui est l'œuvre de l'homme. Ça ressemble pas à un bateau. Non. Pour moi, ça n'en est pas un. Si tu regardes les éléments qui apparaissent, on dirait quelque chose qui s'est écroulé. Je ne sais pas. Peut-être les restes d'une habitation en ruine. Tu dirais que ce sont les éléments d'une habitation? Oui, je pense. S'il s'agit des ruines d'un lieu qui fut habité, Ballard sait que sa découverte sera d'une grande importance historique. Mais il n'est pas encore vraiment convaincu. Pour le moment, il ne voit qu'un amas de décombres. C'est bien.
Mais je ne sais pas quoi dire. Une réussite. Non, je ne sais pas. Ballard se trouve face à un dilemme. D'un côté, il voudrait continuer à rechercher l'épave. De l'autre, comment ne pas vouloir ajouter un chapitre à l'histoire de l'humanité? Surtout ce chapitre-là. L'histoire de Noé et de son arche est sans doute l'une des plus anciennes de la littérature occidentale. Et sa véracité historique a fait l'objet de nombreux débats. Certes, on ne peut rien prouver scientifiquement, mais ce qui est possible, c'est de prouver qu'un grand déluge a eu lieu. Au début des années 1970, sur les bords de l'Hudson, dans l'État de New York, deux géologues de l'Université de Columbia décidèrent que ça valait la peine de chercher. William Ryan et Walter Pittman sont connus pour avoir étudié les grandes inondations, de celles qui arrivent suite à un cataclysme, lorsqu'une mer se vide dans une autre. Ils commencèrent à se demander si, à la fin de l'ère glaciaire, il y a 12 000 ans, il avait pu y avoir un déluge tel qu'il fut raconté de génération en génération. Nous pensions qu'il fallait rechercher un événement de grande ampleur et suffisamment localisé pour avoir donné lieu à une légende. Tel que celui de Noé. Un déluge si important qu'il paraisse mondial. C'est très difficile d'élaborer une théorie scientifique à partir d'un mythe et d'en chercher l'origine. Mais c'était notre idée. Ryan et Pittman connaissaient d'autres histoires de déluge qui avaient circulé au Moyen-Orient bien avant que l'histoire de Noé ne fût écrite vers 700 ans avant Jésus-Christ. Plus de 1000 ans avant, les Sumériens décrivent dans l'épopée de Gilgamesh un immense déluge. Gilgamesh est une sorte de roi Arthur ou de Luke Skywalker de l'époque. Gilgamesh est un homme confronté au chaos du monde, aux caprices des dieux. Au cours de l'histoire, Gilgamesh rencontre les survivants d'un immense déluge qui lui disent avoir été prévenus par les dieux qui leur ordonnèrent de construire un bateau. On lui ordonna de rassembler sa famille et les animaux sur ce bateau. À la différence de l'histoire de la Bible, ceci se passa très vite. La construction du bateau dura une semaine, la tempête fit rage une semaine durant, puis il ne fallut qu'une semaine pour que le déluge se calme. Dans Gilgamesh, le déluge arrive soudainement, accompagné de pluie et d'un vent du sud. Tout est détruit, sauf le survivant, sa famille et son bateau. C'est une histoire fondatrice. Elle se transmet oralement, alors que certains mythes changent ou disparaissent, elle demeure. C'est si dramatique que je n'imagine pas les cultures orales l'oublier. On ne peut pas en arrêter la propagation. Les parallèles entre l'histoire de Noé et celle de Gilgamesh sont frappants. Dans les deux cas, on ordonne à un patriarche de construire un énorme bateau et d'y rassembler toutes les espèces d'animaux. Dans les deux cas, le déluge détruit tout et tout le monde. Dans les deux cas, le déluge ne s'arrête que lorsque la planète entière est immergée. Le vol de la colombe, signe prometteur, existe également dans les deux histoires. Je pense qu'il y a tant de similitudes entre cette histoire de la Genèse et celle de Gilgamesh qu'il y a forcément un lien entre elles. S'il y avait un seul événement à l'origine, tout cela aurait un sens. Aujourd'hui, les mythes du Moyen-Orient ont été oubliés. Mais l'histoire de Noé a survécu dans les livres sacrés des trois grandes religions ayant vu le jour dans cette région, le judaïsme, le christianisme
est l'islam. Cette histoire est devenue pour beaucoup un symbole de survie, de renouveau et d'espoir. L'idée que des scientifiques puissent établir un lien entre une légende et la réalité captive les hommes. Et si tout s'est passé ici en mer Noire, Argus est peut-être en train de planer au-dessus d'un lieu où vécurent des témoins de l'événement. Ballard n'a jamais imaginé une telle situation, être sur les traces de l'histoire de l'humanité. S'il pouvait seulement démontrer qu'à un moment, un peuple vécut ici avant d'être la proie du déluge, ce serait une découverte essentielle. Mais avant de s'emballer, il veut vérifier avec des cibles très proches sa découverte. Ok, nous savons où c'est et nous pouvons le retrouver. Nous en savons un maximum pour le moment. Dirigeons-nous vers l'autre point, à 2000 à l'ouest. Quelques heures après avoir quitté le site 82, le sonar d'Argus tombe en panne. Il est fichu, je ne sais pas pourquoi. Sans son sonar pour localiser les cibles, Argus rampe au fond de l'eau, nous condamnant à une fastidieuse recherche visuelle. Pour compliquer les choses, le temps est en train de changer. Les eaux agitées font faire à Argus des bonds sur des bas-fonds sédimenteux. Ballard commence à craindre que le câble ne se rompe. Il décide de remonter Argus et suspend les recherches jusqu'à la fin des réparations. Les recherches sur la théorie de Ryan et Pittman attendront. C'est suite à un long travail de détective que les géologues localisèrent les lieux du grand déluge en mer Noire. Ryan et Pittman commencèrent par examiner le relief du Moyen-Orient. Un bassin dans cette région avait pu être asséché au cours de la dernière glaciation. Puis, lors de la fonte des glaces, se trouvait à nouveau immergé. On pensa à la mer Rouge et au golfe Persique, vite écartés pour des raisons géologiques. Mais il y avait quelques présomptions pour que la catastrophe eût lieu en mer Noire. On décida de s'y accrocher. En 1993, Ryan et Pittman reçurent des Russes une invitation pour se joindre à une expédition en mer Noire. Nous voulions connaître le relief et la composition des fonds marins. Aussi avons-nous accepté. Les géologues savaient que la mer Noire fut jadis un lac d'eau douce qui s'étendait sur les 2/3 de la surface actuelle. Lorsque la Terre se réchauffa, le niveau des eaux baissa encore. Sous l'effet de l'évaporation, dans les conditions extrêmement arides de cette époque, les rivages successifs avaient dû laisser leurs empreintes. On les retrouva à 90 mètres, 110 mètres, jusqu'à 156 mètres de profondeur. Il était aussi évident que la mer Noire avait été envahie, de façon aussi soudaine que massive, par les eaux salées de la Méditerranée. Chaque carotte montrait des transitions abruptes. Les carottes montraient l'apparition soudaine d'animaux marins dans ce qui avait été un lac d'eau douce. Et il était possible de faire une datation. Les résultats étaient stupéfiants. À toutes les profondeurs, les mollusques marins semblaient être apparus en même temps, il y a 7600 ans. Comme si quelque chose d'important était arrivé.
Ryan et Pittman pensent qu'une gigantesque vague a déferlé de la Méditerranée dans le bassin de la mer Noire. Que ceci serait arrivé soudainement. Les mois précédant le cataclysme, personne ne se doutait que tout adviendrait par une étroite bande de terre, déjà entamée, par la vallée du Bosphore, une vallée se remplissant de l'eau salée d'une Méditerranée gonflée par les eaux de la fonte des glaces. Le niveau de la mer s'éleva jusqu'à la fin de la fonte des glaces. Il atteignit une hauteur telle qu'elle pénétra la vallée du Bosphore. Ce fut d'abord un mince filet d'eau qui lentement fit son travail de sape. La vallée fut coupée en deux par un canal qui peu à peu grossit, s'enfla. Plus il grandissait, plus les eaux pénétraient rapidement. Je pense que cela prit entre 30 et 90 jours avant que cela ne se transforme en un gigantesque torrent. L'eau débouchait du Bosphore à 100 km/h. C'est plus de 200 fois les chutes du Niagara qui se déversaient. Un fracas épouvantable dont les vibrations ont dû se répandre sur un rayon de 100 ou 200 km. Une incroyable quantité d'énergie se libérait ainsi. C'est une découverte spectaculaire, un instant d'éternité. Ces deux chercheurs, parmi les plus reconnus et les plus respectés en géologie marine, ont fait, après des années de précieuses recherches, une découverte formidable. Tous les géologues ne sont pas d'accord avec leur thèse, mais si Ryan et Pittman ont raison, le cours de l'histoire, à l'aube de notre civilisation, fut bouleversé par ce seul événement. Sinop Harbor, sur la côte sud de la mer Noire. On presse déjà Ballard de faire une annonce officielle sur sa découverte. Et il n'est pas encore sûr d'avoir découvert quelque chose. Le Northern Horizon est à quai et le matériel est réparé. Un nouveau membre d'équipage arrive des USA. Martin Bowen est un spécialiste du guidage à distance. Il a déjà travaillé avec Ballard sur le Titanic. Ce que j'attends de toi, c'est la confirmation de ce que nous avons vu. Rien de compliqué. Nous devons juste descendre. Voir si tout ça est en bois, s'il s'agit de morceaux d'outils ou d'autre chose. OK? Alors, droit dessus. Ballard compte sur Bowen et sur son véhicule téléguidé appelé Little Herc pour lui fournir des images de grande qualité et peut-être même quelques échantillons du sol. Il a besoin d'informations pour savoir si le site 82 fut un jour habité par des hommes. D'une façon ou d'une autre, je dois résoudre ce problème. Je ne peux pas en rester là. S'il n'y a rien, tant pis. Nous retournerons travailler. C'est le moment de rejoindre le site 82 et de terminer le travail entrepris. Ballard sait qu'il a besoin des meilleures images du site. Il fait confiance à Little Herc. S'il pouvait ramener quelque objet ou échantillon du sol, cela pourrait permettre de vérifier si le site fut un jour habité. Mais pour le moment, un peu tendu, il analyse les images envoyées par Little Herc.
Ballard est épuisé. Il a peu dormi depuis le début de l'expédition. Tout repose maintenant sur le petit véhicule qui, attaché au bout de son câble, cherche sa cible. Dix pénibles heures s'écoulent avant que l'archéologue Fred Ebert n'aperçoive les premières traces du site. Allez chercher Bob. Il est dans la cuisine. Il y a vraiment quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Le piquet? Est-ce qu'on l'a noté? Ok. Éclairez l'écran. Éclairez l'écran. Ballard ressent un grand soulagement. Les images envoyées par Herc révèlent de nouveaux détails. C'est une pierre? On dirait. Ou une poterie. Oui. Les premiers angles droits apparaissent. Une forme inhabituelle dans la nature. Ça ressemble à un bloc de pierre. Zoom là-dessus. Et ce truc, qu'est-ce que c'est? Agrandi sur la texture. That stuff. What is that? Zoom in on the texture to that. Tu sais quoi, Bob? On dirait du clayonnage avec de la boue. Des matériaux de construction traditionnels dans la région. Un toit ou un mur. Well, let's look for something else. Look at that. There. Those three things there. Those are the three things. There's another one open. To the right. There is another one open. Okay, just try to hold a steady shot. Il y a du bois partout, et il a été travaillé par des hommes. Et ces pierres forment un rectangle. Qu'en pensez-vous, les gars? C'est un lieu d'habitation. Les images sont étourdissantes. Maintenant, Ballard est prêt à annoncer qu'il a trouvé des traces laissées par les hommes avant qu'un grand déluge ne les engloutisse. William Ryan s'est souvent demandé ce que pouvait être la vie autour du lac avant le déluge. Il devait y avoir des pointes de terre, ou bien des bancs de sable. Et entre les bancs de sable et la terre ferme, des lagunes peu profondes entourées de marais. Je peux ainsi laisser mon esprit remonter le temps et m'imaginer pataugeant dans ces marais il y a 8000 ans. Pittman et Ryan ont aussi essayé d'imaginer ce que les gens vivant dans les marais avaient pu ressentir au moment où le Bosphore s'est rompu. Si quelqu'un vivait ici, il ne pouvait pas imaginer ce qui l'attendait. C'est comme si un barrage naturel de plus de 3 km de large s'était effondré. L'eau de la Méditerranée s'est engouffrée implacablement. Tous ceux qui vivaient près du Bosphore auront été emportés dès la première vague.
Les jours auront passé, puis les semaines et les mois, et l'eau aura continué à monter. Jour après jour, sans discontinuer, l'eau se sera déplacée de 150 mètres ou de quelques centaines de mètres à 1 kilomètre. Chaque jour, l'ancien lac se sera empli de ce déluge. Selon Pittman et Ryan, la mer Noire que nous connaissons aujourd'hui se serait formée en moins d'1 an. Et cette catastrophe se serait gravée dans la mémoire collective grâce aux survivants, et l'histoire se serait transmise de génération en génération. C'est là que leur théorie est très controversée. Ils supposent que des survivants se seraient enfuis en voyant les eaux monter, emportant avec eux leur culture et l'histoire du déluge qui survécut grâce à la tradition orale des milliers d'années. Le problème est qu'il n'y a aucune preuve de cela. On peut affirmer de façon quasi certaine qu'il y a eu un déluge en mer Noire. Il est aussi raisonnable de penser que cet événement a eu un impact considérable sur les populations qui vivaient autour de la mer Noire. Mais dans leur livre, ils sont allés beaucoup plus loin, en prétendant que ce déluge avait donné naissance au mythe mésopotamien du déluge. Et je pense qu'il a toujours été difficile de faire accepter cela aux archéologues. Il règne une grande agitation sur le bateau. Tout le monde a le sentiment d'être le témoin d'un grand moment de l'histoire scientifique. Ballard ne peut cacher sa découverte plus longtemps. Il va la communiquer. J'étais vraiment fou de joie. Je suppliais qu'on me laisse appeler Bill pour lui dire la nouvelle. Lorsqu'il me fit part de la nouvelle, j'avais une boule dans la gorge. Mon Dieu, mes espoirs n'allaient pas jusque-là. Je ne pensais pas que l'on puisse y arriver si vite, qu'une telle découverte ait pu avoir lieu. Les implications sont énormes. Si le site date de l'époque du déluge, quel retentissement cela aura-t-il? Est-ce un site religieux, les restes d'un bâtiment, l'emplacement d'une carrière? Il va falloir en effectuer la datation. Ça, je m'en occupe. World News Tonight interview, CNN International, and that is going to be at 8:43. Everyone wanted to know if we had found. Tout le monde voudrait savoir si cette découverte confirme ce qu'il y a dans la Bible. Nos enjeux ne sont pas ceux-là. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'établir une relation. Non, nous parlons d'un déluge. Et les informations que nous avons récoltées ne nous autorisent pas à faire ce lien. Mais cela n'empêchera pas les autres de le faire pour lui. La découverte de ce que la presse appelle déjà le déluge de Noé fait la une à travers le monde. Lorsque l'excitation commence à retomber, l'expédition tire à sa fin. Un autre projet prenant forme, Ballard doit abandonner le rêve de trouver l'épave parfaite et retourner aux États-Unis. Il abandonne la dernière cible à son équipe. C'est une décision qui reviendra le hanter.
Le Nosan Horizon se dirige vers les eaux profondes. L'équipe établit une stratégie pour effectuer un dernier sondage. Dans la tempête, les engins sont mis à l'eau pour leur dernière plongée. Au dernier moment, sans leur capitaine, ils doutent de trouver quelque chose. L'équipe se rassemble dans la salle de contrôle et regarde une dernière fois les fonds sans vie de la mer Noire. Au début de l'expédition, il y avait ce projet de retrouver un navire intact. Cela paraissait impossible de faire cette découverte. Et à bord, l'idée de trouver un navire dans cet état au fond de la mer était presque devenue une plaisanterie. Et soudain, alors que nous avions quasiment abandonné tout espoir, il a surgi. C'était notre première cible en eau profonde, et il a surgi, juste droit devant nous. Je me souviens des premières images, cette petite forêt d'objets en bois qui semblait se dresser hors des sédiments. Tout le monde avait la même impression, et lorsque nous nous sommes approchés, nous avons vu cet élément qui semblait beaucoup plus grand que les autres. Ils ont commencé à le suivre, et nous l'avons vu s'élever comme le mât d'un bateau. L'émotion a envahi la salle, il y avait une espèce de joie sereine. De la pointe du mât à la coque, avec ses cordages de cuir ou de chanvre, avec ses épontilles crantées, ce bateau aurait pu être construit hier, alors qu'il a plus de 1500 ans. C'est sans doute l'épave la plus ancienne et la mieux conservée jamais trouvée au fond des eaux. Et il ne fait aucun doute que sous les couches de vase, la coque est restée complètement intacte. Il s'agit probablement d'un petit navire marchand de la période byzantine. À l'intérieur de sa coque de 10 mètres, il a pu transporter du poisson, du vin ou de l'huile d'olive, ainsi que les effets personnels d'un équipage de 3 ou 4 hommes. C'est l'épave parfaite de Ballard, préservée des dommages du temps sans doute pour toujours, tel que l'avait prédit Willard dans son livre. Quelque part, profondément échoué sous la mer d'Ulysse, noir comme le vin, repose un vieux navire de bois. Posé droit sur les fonds, recouvert d'une mince couche de sédiments marins vieille de 2500 ans. Les vagues ont fracassé sa cabine et arraché son pavois dans le dernier combat qu'il livra avec les flots. Mais il reste un morceau du mât. Willard, tu avais raison. Mon rêve était de trouver le bateau de Willard et de le rencontrer. Mais par ironie du sort, il est mort 2 jours avant que nous le trouvions. C'est sans doute l'une des expéditions les plus incroyables de Ballard. Parti à la recherche d'une épave intacte, il s'est trouvé face à quelque chose de beaucoup plus important. Des tests ont démontré que le bois retrouvé au site 82
n'avait peut-être que 200 ans. Mais des analyses chimiques du sol confortent l'idée que des hommes ont vécu sur ce site. Le site 82 ne nous dira peut-être jamais rien sur le déluge et Noé, mais à l'aube d'un siècle nouveau, archéologues et océanographes mettront peut-être à jour les restes d'une civilisation inconnue, conservée sous l'eau dans un milieu toxique au cœur de la mer la plus mystérieuse du monde. L'aventure commence pour Ballard. La mer Noire est vraiment un endroit incroyable. Il est clair qu'elle détient des secrets sur notre histoire. Maintenant, je le sais. J'en suis sûr. Alors, j'y retournerai. J'y retournerai souvent.